Bonjour à toutes et à tous, ici dans la salle de la show et online, tous ceux qui nous suivent. Je suis contente de vous inviter à ce colloque qu'on a appelé Trajectoire socio-professionnelle des médecins et infirmiers non élus et en Europe. C'est un colloque qu'on a organisé dans le cadre de différents projets qu'on conduit en lien avec les professionnels de la santé, notre intégration, notre trajectoire notamment. On avait vu que ces professionnels de la santé sont des acteurs clés évidemment du système de santé. On a vu aussi l'impact qu'il y a eu pendant le Covid. On parle régulièrement de la santé des professionnels de la santé et de leur trajectoire et de la pénurie. C'est dans ce contexte qu'on a conduit ou préparé ce colloque. J'ai le plaisir pour ce colloque d'inviter Angèle Floramendi, qui est Takemi Fellow en santé internationale à l'École de santé publique de Harvard, qui est spécialiste des migrations et des mobilités des professionnels de santé africains en Europe et en Afrique. Et avant de rejoindre l'école de santé publique de Harvard, elle était postdoctorante en sociologie de la santé et des migrations à l'université de Lausanne. Et en fait, les recherches qu'elle a menées en tant que Takemi Fellow étaient en lien avec le fonctionnement des systèmes de santé précaires et défaillants, et notamment avec un lien avec les professionnels de santé et leur impact sur les systèmes de santé. Voilà, donc j'ai le grand plaisir d'avoir Angèle parmi nous et je lui laisse la parole. Il y a à peu près, je pense, 45-50 minutes de présentation. Après, on aura le temps pour des questions. Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'être là avec vous et vous me permettrez de remercier la professeure Brideau de vous convier à présenter mes recherches sur les trajectoires des professionnels de santé africains. Et je m'en vais tout de suite vous proposer les plans que j'ai présentés. Donc, durant la demi-heure qu'on va passer ensemble, je vais revenir sur le contexte de cette recherche. Donc, je précise que c'est une quinzaine d'années de recherche que j'ai menée sur les trajectoires. Comme la professeure a bien dit, je suis en train de travailler aussi sur le fonctionnement du système de santé et leur impact, l'impact des mobilités des professionnels et de leur migration sur l'offre des soins de santé et justement les fonctionnements. Donc là, je reviens sur ce contexte, sur le sujet précis des trajectoires. Je vais décliner mes questions de recherche qui ont guidé durant toutes ces années cette recherche-là. Puis, je passerai aussi sur la méthodologie, le cadre théorique, et je mettrai l'accent sur les résultats qui me semblent très, très importants à partager ensemble. Ensuite, en conclusion, je reviendrai sur les grandes lignes. Alors, tout d'abord, ce qui est important quand on analyse les trajectoires des professionnels de santé, les trajectoires socio-professionnelles des personnes qualifiées, c'est de pouvoir situer le contexte ou les contextes dans lesquels ces trajectoires, ces mobilités, ces migrations ont eu lieu. Alors là, j'ai choisi trois contextes assez importants qui permettent de comprendre les débats qui ont eu lieu et aussi l'orientation des trajectoires et les choix. Donc, c'est d'abord le contexte des années 80 et 90, le contexte des années 90-2000, et ensuite, on verra le contexte des années 2000-2010. Donc, qu'est-ce que je peux dire de la première décennie de 80-90? C'est que c'est un contexte assez particulier pour les pays du Sud, je ne dirais pas seulement les pays africains, parce qu'on a les programmes d'ajustement structurel. Alors, les programmes d'ajustement structurel, c'est quoi en réalité? Alors, elle a été caractérisée précisément dans le domaine qui nous concerne par la privatisation. Donc, les pays du Sud, certains pays étaient très endettés et la Banque mondiale a initié une forme de programme pour solver cet endettement. Et parmi les solutions proposées, il y a la privatisation de la santé et de l'éducation. Donc, je pense que vous pouvez voir déjà là où je veux en venir. Et donc, cette privatisation de la santé et de l'éducation pour des systèmes qui étaient des systèmes réputés publics a posé d'énormes problèmes parce que on a licencié des professionnels qualifiés, on a proposé des départs volontaires, on a arrêté le recrutement dans le domaine de la santé et de l'éducation, et ces secteurs ont été privatisés. Et donc, cette décennie aussi, 80-90, c'est la décennie de l'apparition du VIH-Sida. Vous le savez, l'Afrique a été
touchés et encore très touchés par cette pandémie VIH-Sida. Et ce qui fait que vous avez les licenciements, le départ des professionnels de santé, la privatisation de tout cela, et vous avez les populations laissées pour compte avec une maladie qui a causé des morts. Donc, voilà le contexte, ce contexte-là qui a favorisé je dirais, une migration, un déplacement assez important des professionnels de santé, mais aussi des techniciens dans d'autres domaines, des ingénieurs, etc. Donc, le contexte des années 90 et 2000 est marqué par ailleurs par la création de l'Organisation mondiale du commerce. Et quand on parle de création de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC à Genève, on le met en lien aussi avec l'accord sur le commerce des services de santé. Donc, je disais tantôt que la première décennie a été marquée par la privatisation de la santé et de l'éducation. Donc, la santé est finalement devenue un bien qui est entré dans le commerce. Tout est devenu commercialisable et du coup, on doit vendre ces services. Et donc, la proposition de cet accord-là, AGCS, c'est de dire que les professionnels de santé, précisément, peuvent vendre leurs services ailleurs, dans les autres pays. Donc, avec ça, on a l'avènement, par exemple, très concrètement, des gens qui quittent, par exemple, l'Europe, qui vont prendre des soins en Tunisie ou à l'île Maurice, où tout compris, vous payez l'hôtel, vous payez le tout, on vous reçoit dans ces structures de santé, avec les conséquences, avec tout ce que ça implique aussi, mais avec des propositions aussi de prix très avantageuses qui font que certains préfèrent aller vers ces zones tourisme médical pour se procurer des soins. Dans le même temps, c'est aussi une décennie marquée par la controverse sur la migration des professionnels de santé du Sud. Pourquoi cette controverse? Parce que si on a un départ massif de ces professionnels, un continent marqué par le VIH-Sida et une organisation qui promeut la mobilité internationale comme une valeur sûre de la libéralisation de l'économie et des services. Donc, il est clair que dans les pays où les professionnels n'ont pas les moyens ou ne sont pas dans des conditions qui leur permettent d'exercer convenablement, bien sûr, ils vont aller chercher ailleurs. Et donc, ça a été le cas des années 90-2000 aussi. Alors, la période 2000-2010 a été marquée par un débat éthique, je pense ce débat éthique qui, jusqu'à présent, oppose deux courants, ceux qui sont pour le droit de la santé des populations du Sud et ceux qui sont pour la mobilité des professionnels de santé. Les deux propositions sont simples à comprendre. La première dit en fait que les populations du Sud ont le droit de se faire soigner. Par conséquent, il faudrait des mesures contraignantes pour que les professionnels restent sur le continent et soigner ces populations. L'autre tendance dirait, au nom de la liberté de mobilité, au nom des droits de l'homme, les professionnels, qu'ils soient des pays pauvres ou des pays riches, doivent aussi pouvoir se déplacer, se mouvoir sans contrainte. Donc, c'est aux États ou aux organisations de mettre en place des structures qui puissent donner le choix à ces pays. Alors, l'année 2000-2010 aussi est marquée par ce qu'on appelle la liste des pays bannis de recrutement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OCDE avait publié une liste où on a des pays blacklistés, où on ne devait pas recruter de professionnels. Bien évidemment, on pouvait imaginer toute la liste des pays africains. Alors, le motif, justement, les motifs qui ont poussé à la prise, à la mise en œuvre de cette liste peuvent être, on peut citer tout simplement, montrer ce tableau pour le voir. C'est les pourcentages des médecins formés dans les pays anglophones d'Afrique, présents dans 9 destinations. Les destinations principales, c'est les anciennes puissances coloniales, mais aussi le Canada, les États-Unis, l'Australie, l'Afrique du Sud, qui ne fait pas partie, mais qui fait partie de ces principales destinations. Et si vous voyez bien, il y a des pays comme le Libéria où on est à 63% de taux de
Ça veut dire, en fait, on prend le nombre de personnes formées effectivement dans le pays et on en voit combien parmi eux sont à l'étranger. Et là, on a 63% pour le Libéria. D'autres exemples, c'est l'Ouganda, la Gambie, par exemple. Pourquoi j'ai mis ces graphiques par les pays francophones? C'est pour juste montrer, en fait, que les petits pays sont très touchés par ces taux de migration et sont aussi affectés, les systèmes sont impactés par ces départs. Et si on prend le cas de l'Afrique du Sud, où vous voyez 21%, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de migration. Donc, la masse de professionnels de santé comparé au nombre qui part rend ce taux un peu bas comparé aux autres, mais cela ne veut pas dire d'ailleurs qu'il est touché. D'ailleurs, c'est Nelson Mandela en 1997 qui avait dénoncé publiquement et officiellement cette migration en disant aux Anglais honte à vous, laissez-nous nos professionnels de santé parce que vous savez qu'on est très touchés par le sida. Donc, alors là aussi, si je prends l'exemple des infirmières, vous voyez que les mêmes pays, la Gambie, le Libéria ou la Sierra Leone, et ce sont aussi des pays très touchés, l'Afrique du Sud moindre, mais comme je l'ai expliqué, c'est plutôt le nombre de professionnels de santé présents qui atténue un peu ce taux, et cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été aussi affectés aussi. Donc voilà des raisons qui ont fait que cette controverse a été à la fois aux Nations Unies, mais aussi à l'intérieur de l'opinion publique des pays a été assez intense et parfois même ce sont des associations qui défendent les intérêts du Sud, qui demandent tout simplement d'empêcher aux professionnels de voyager. Donc ça, c'est un autre débat. Donc on a là le droit de la santé que j'ai représenté par ces femmes qui attendent d'être consultées avec leur bébé et versus droit à la mobilité des professionnels de santé, ceux-là qui ont droit aussi à faire carrière comme les autres venant des autres pays. Donc, je ne vais pas entrer dans le cadre de ce débat, mais je l'ai juste présenté pour voir qu'est-ce qui a marqué la troisième décennie que j'ai présentée. Je viens de situer l'importance du contexte et les contextes que je viens de situer tout au long de cette présentation vont montrer leur importance parce que ça va bien nous permettre de situer à quel moment les politiques nationales ont évolué ou ont été contraignantes. Donc là, maintenant, je décline les quelques principales, je dirais, questions de recherche qui ont guidé l'ensemble de cette recherche sur les trajectoires des professionnels de santé. Donc, j'ai interrogé trois choses. Les possibilités marges de manœuvre offertes par le marché du travail. Donc là, j'étudie une fois la migration choisie. Donc, on a des professionnels migrants qui vont en France, en Suisse, en Grande-Bretagne ou en Europe. Et j'interroge aussi les types de carrières socio-professionnelles qui sont possibles une fois que vous êtes en France, en Suisse ou en Grande-Bretagne. Ensuite, j'interroge les politiques publiques qui influencent ces trajectoires. Ces politiques publiques peuvent être nationales ou internationales. Donc, si on a toujours le regard sur les contextes, on verra que les différents contextes jouent un rôle important. On verra aussi que les politiques nationales à l'intérieur, l'opinion publique, les législations, le marché intérieur du travail a aussi un impact sur la typologie des trajectoires que nous allons voir tantôt. J'ai questionné ici, donc j'ai trois niveaux de questionnement que j'ai déclinés tantôt, c'est-à-dire les politiques publiques nationales que j'ai schématisées ici, les spécificités nationales, à savoir le marché du travail ou les marchés du travail, et je vais voir en fait l'impact de ces deux aspects sur les trajectoires et les carrières de ces professionnels non-EU, EEA. Donc, ça permet un peu de donner une idée claire sur comment pour chaque pays, la Suisse, la France, la Grande-Bretagne, comment plus ou moins ces différentes variables peuvent influencer la carrière et en donner une typologie que j'ai définie plus tard. Là, j'ai mis en lien mes questions de recherche avec la méthodologie pour être succincte. Donc, pour étudier l'influence des politiques publiques, alors j'ai fait les analyses de politiques publiques, j'ai fait l'analyse des discours et la revue de la littérature.
Alors, pour analyser les spécificités du marché du travail, là, j'ai fait des interviews avec les responsables des hôpitaux, avec les employeurs, les ressources humaines en Suisse, en France, en Grande-Bretagne. J'ai aussi fait l'analyse des politiques publiques, qui a toute une méthode d'analyse, la revue de la littérature, et aussi j'ai observé, parce que j'ai sillonné la Suisse romande pour faire ces enquêtes. J'ai été à Londres plusieurs fois ou dans certaines régions pour pouvoir observer ces professionnels et discuter avec les responsables du personnel et des ressources humaines. J'ai aussi fait les pays africains pour pouvoir davantage voir la situation avant la migration. Et je fais la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie. Les enquêtes ont été faites aussi au Cameroun, au Bénin. Donc voilà, autant d'informations, d'observations, d'entretiens qui approfondis ou semi-directifs qui me donnent les matériaux nécessaires pour poser une analyse ou définir des trajectoires. Sur la typologie des trajectoires, c'est l'analyse comparative. Donc, je suis dans le most different cases. Donc, je vois qu'est-ce que ces pays ont de similaire dans leur manière d'accueillir les professionnels, dans leur manière de les intégrer et de leur offrir une carrière. Je fais aussi l'analyse des occurrences pour savoir en fait quels sont les termes qui reviennent quand on discute de ces médecins non IUI dans les pays. Il y a aussi l'analyse des forats, ça je l'ai fait beaucoup avec la France parce que les autorités françaises étaient réticentes à communiquer sur ce sujet des médecins et PADU, les professionnels de santé à diplôme hors Union européenne. Donc, pour compléter les données, il fallait intégrer les forums de discussion des médecins, des infirmiers, infirmières, pour pouvoir voir en fait quelles sont leurs préoccupations du moment. Ensuite, il y a des interviews aussi. Pour cette recherche, je peux dire que j'en ai dans les 350-500 entretiens, pour entretien, mais aussi entretien approfondi. Donc, les deux parties comprises, c'est-à-dire l'Afrique, mais aussi la France, la Suisse, la Grande-Bretagne et les échanges avec les personnes ressources. Alors là, j'en viens au cadre théorique et conceptuel que j'ai présenté sous forme voilà, d'aspects de schémas complémentaires. Donc là, je présente 4 perspectives théoriques ou 4 grandes approches théoriques, non pas parce que je les ai superposées, mais parce que chaque approche complète l'autre. Donc, le New Mobility Paradigm, Mobility Turn, Regimes of Mobility, me permet de ne pas parler que de migration, parce que les études ont montré que quand on parle des théories des migrations et que l'on parle de carrière et de système d'accueil, on a des limites très clairement. On est dans le push and pull qui ne rend pas compte de certains phénomènes. Et cette perspective-là de mobilité qui considère tout simplement de prendre la mobilité, les migrations et de les considérer à l'intérieur du grand paradigme de mobilité pour pouvoir prendre en compte le système, pour pouvoir prendre en compte l'influence de l'administration dans la gestion des frontières et de l'entrée et sortie des individus, mais aussi pour pouvoir prendre en compte le rôle des acteurs dans l'organisation de ces mobilités. Donc voilà une approche qui me permet d'élargir un peu mon champ d'interprétation quand il s'agit d'analyser les résultats que je vais présenter tantôt. Le néo-institutionnalisme a sa pertinence parce qu'il se décline en plusieurs approches. On a le néo-institutionnalisme historique qui a tendance à être utilisé tout simplement pour expliquer que la France n'est pas la Grande-Bretagne n'est pas la Suisse, que chaque pays a son histoire spécifique, a son histoire dans l'accueil des personnels étrangers, dans l'accueil aussi dans l'organisation de son marché de travail, et cela relève de l'histoire institutionnelle. Donc, il y a aussi les perspectives du marché du travail qui est liée, on parle des professionnels qui intègrent les marchés du travail, donc ça aussi, ça vient en complément de ce que l'on ne peut pas expliciter avec les deux précédents cas de théorie. La perspective des trajectoires et des carrières, donc en basant sur Becker, sur Hugues ou sur les théoriciens des carrières,
j'ai pu définir dans un premier temps une typologie que je déclinerai plus tard, de carrière linéaire, de carrière subjective, sur la base justement de la masse de données et de matériaux que je dispose qui me permettaient jusqu'à une certaine mesure de définir et de proposer une forme de typologie. Donc là, je dis en fait que ce sont des perspectives complémentaires qui aident à prendre en compte le contexte, les systèmes, les politiques, les acteurs, mais aussi les trajectoires. D'où justement le choix de ces paradigmes ou de ces approches. Je peux revenir là-dessus au moment des discussions, mais chaque approche a été justifiée, le choix de chaque approche a été justifié et les limites aussi précisées. Alors, j'en arrive maintenant à cette partie très importante de cette présentation, qui est les résultats des recherches. Donc, tout d'abord, j'aimerais préciser que c'est une recherche très qualitative avec l'utilisation des données quantitatives secondaires. Donc, par définition, je ne vais pas généraliser les résultats sur des personnes qui n'ont pas été interrogées. Donc là, j'aimerais bien préciser de quels médecins africains je parle. Ces médecins, ce sont des médecins qui sont diplômés des universités africaines. Ils ont fait leur spécialisation ou vont poursuivre leur spécialisation dans les pays concernés. Ils ont le droit d'exercer et ont déjà exercé la médecine. Donc en Europe, ils doivent faire une procédure de validation s'ils doivent exercer ou une procédure d'autorisation d'exercice. Ça, c'est en France. Ils ont une durée de présence en Europe qui varie entre 2 et 30 ans. Donc, il y en a qui ont été récemment recrutés, par exemple, en Angleterre, durant l'enquête, ou d'autres qui venaient d'arriver ici au CHUV en tant que stagiaires, ou d'autres qui sont en France depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années qui exercent à Genève avec le cabinet ou qui ont déjà changé de statut, le suisse. Alors, j'en viens maintenant aux réponses à ces questions que j'ai posées au départ, en commençant par le cas du Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni? Alors, si on veut comprendre d'où vient cette controverse internationale sur l'éthique de la migration des professionnels de santé du Sud, on a tendance à mettre l'accent sur l'Afrique, mais c'est plutôt les professionnels de santé du Sud, parce que ces pays aussi ont été touchés par l'ajustement structurel, ils sont touchés par les conditions de travail assez difficiles. Ils ont assez de motifs pour justifier leur départ. C'est là aussi, on a vu des professionnels quitter pour aller dans d'autres continents, que ce soit en Amérique latine, en Asie ou en Afrique. Donc là, le Royaume-Uni est assez spécifique parce que dans les années 2000, le Royaume-Uni avait fixé un certain quota. Ils cherchaient 20 000 infirmiers, infirmières à travers le monde parce que eux, c'est un système national, public, National Health Services. Les professionnels qui travaillent, ce sont des fonctionnaires qui bénéficient d'un salaire qui peut être égal à celui des enseignants du secondaire supérieur. Donc, depuis 1947 que ce système de santé a été nationalisé, les Anglais ont l'habitude de se faire soigner par les étrangers venus des anciennes colonies britanniques ou de l'espace Commonwealth. Donc, l'Angleterre, le Royaume-Uni qui a annoncé officiellement qu'il cherche à travers le monde 20 000 infirmiers, à soulever l'ire des organisations de défense du Sud ou de Nelson Mandela à son époque pour dire mais c'est pas possible, où est-ce que vous prenez ces professionnels si ce n'est dans les pays qui n'offrent pas les conditions de travail. Donc, ils ont une politique de migration favorable au recrutement international. D'ailleurs, ils le font. Les agences de recrutement font entrer beaucoup d'argent en Angleterre et n'ont pas signé le code éthique parce que c'est le secteur privé, donc ils doivent travailler, disent-ils. Donc, il n'y a pas d'accès à la profession médicale pour des raisons historiques que je viens d'évoquer et aussi des raisons budgétaires qui sont relativement peu attractives pour les nationaux. Les études sont payantes, ils préfèrent après aller aux États-Unis, au Canada et laisser les autres professionnels de santé venir travailler chez eux. Et ça offre aussi une carrière que j'ai qualifiée dans la typologie, je l'expliquerai et je justifierai cette qualification de réussite si je le compare
à la Suisse, à la France et à la Grande-Bretagne. Donc, les conditions d'entrée à la profession est identique à celles des nationaux aussi. Les barrières en entrée, il n'y a pas de barrière en entrée, il n'y a pas de dualité nationaux, non nationaux, comme on l'a en Suisse ou en France. Il n'y a pas de distinction en fonction de l'origine du diplôme. Il faut juste s'assurer que le médecin remplisse les conditions fixées. D'ailleurs, on peut les recruter depuis leur pays d'origine pour qu'ils viennent travailler. Donc, ils ont des opportunités de carrière. Ça, c'était la situation avant 2000. Donc, voilà, avant 2000, donc c'est une politique de recrutement très active, très offensive, qui a créé ce débat à l'international. Donc, à partir de 2000, il s'est produit quelque chose. L'opinion publique anglaise a réagi, les autorités anglaises ont réagi. Donc, ils ont mis en place une liste de pays interdits de recrutement. Ça, c'est au niveau international. Il y a une campagne de dénonciation du recrutement international, l'opinion publique anglaise qui disait, écoutez, on paye pour aider ces pays, puis ensuite on va les piquer de professionnels de santé. Donc il y a eu une réforme des études médicales en 2007. Cette réforme cherche à encourager les Britanniques à se lancer dans des études médicales en leur donnant des possibilités assez importantes et encourageantes pour rester en Angleterre. Le secteur de la santé, du coup, est sorti de ce qu'on appelle les secteurs prioritaires. Par définition, les secteurs prioritaires sont des secteurs qui, en cas de besoin, de pénurie, ce sont des secteurs qui sont mis dans ce qu'on appelle liste prioritaire et donc on facilite le recrutement des professionnels ou des personnels dans ce secteur-là. Toutefois, l'Angleterre a cette particularité que j'aimerais souligner ici. Ils ont une politique qu'on appelle politique de vannes ouvertes et de vannes fermées. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, quand ils sont en pénurie, ils vont faciliter le recrutement pour pouvoir combler leur manque. Et quand ils jugent qu'ils ont assez de professionnels, ils referment la vanne et les politiques deviennent plus ou moins contraignantes. Alors là, dans un article de 2021, je l'ai défini comme étant la marge de manœuvre politique que les autorités anglaises se donnent pour pouvoir faire face à la demande à l'international. Donc, on ne perd pas de vue que c'est un système public, donc difficile à satisfaire du point de vue financier et du point de vue de la main-d'œuvre. Alors là, on laisse l'anglais avec l'Angleterre, le Royaume-Uni avec un système très libéral pour arriver dans un système français où on essaie de voir quelles sont les spécificités d'abord et quelles sont les opportunités qui sont offertes aux professionnels de santé non EU. Alors, de ce point de vue, on a un système français caractérisé par un marché du travail fermé. Donc, la profession médicale est doublement protégée par l'État et par la corporation. Donc, pas facile d'entrer. Le numerus clausus est imposé au début de la formation pour les Français et il y a un quota de 8% qui est pris des médecins étrangers ou bien des candidats étrangers pour pouvoir intégrer la formation. Donc, ce numerus clausus va tout simplement distinguer les diplômes français et les diplômes non français. Maintenant, qu'en est-il des médecins africains qui veulent exercer en France? Alors, ils ont le choix entre reprendre des études de médecine et quand ils auront repris ces études de médecine, ensuite ils vont demander l'autorisation d'exercice à travers une procédure qui est appelée la procédure de reconnaissance de diplôme. Donc c'est un examen théorique et pratique avec un stage de 3 ans à l'hôpital, c'est un passage devant une commission pour obtenir une autorisation temporaire ou définitive et c'est une inscription à l'ordre des médecins. Donc une fois ces critères accomplis, cela ne veut pas dire qu'ils peuvent, toutes choses égales par ailleurs, exercer comme les Français qui ont passé le numerus clausus ou les Européens dans le cadre de l'espace communautaire. Alors, quel statut pour ces médecins étrangers quand ils sont en train de faire la procédure? Ils ont différents statuts, praticiens hospitaliers attachés, associés attachés. Après la procédure, ils ont le statut de praticien attaché. Ils ont exceptionnellement un droit d'exercice plein de la médecine, ils ne peuvent pas exercer dans le secteur libéral, ils ne se voient jamais accorder totalement la reconnaissance. Donc voilà en fait, lié à la caractéristique principale qui est de la formation, de la profession
étant protégés par l'État et étant aussi protégés par la corporation. Alors, ils ne sont pas supposés exercer la médecine en France. Ça, ce sont les principales raisons que, lors des entretiens en France, pas les professionnels, les autorités françaises annoncent ou justifient leur insertion professionnelle dans un tel contexte. Je les qualifie de bloqués dans une typologie établie entre la Suisse, la France, la Grande-Bretagne. Pourquoi je l'ai qualifié de bloqué? Parce qu'il y a une impossibilité d'entreprendre une carrière professionnelle, il y a de fortes barrières à l'entrée et il y a ce dualisme entre nationaux, non nationaux et européens aussi. Et j'en viens maintenant à la spécificité de la Suisse. Donc, j'ai parlé de la Grande-Bretagne, de la France, j'en viens à la Suisse. La Suisse est assez particulière dans l'accueil des professionnels parce qu'on n'a pas une politique pour le domaine de la santé ou une politique d'immigration concernant spécifiquement la santé. Donc, tout le monde doit se plier au système des 3-7 pour les personnels étrangers qualifiés, qu'ils soient dans le domaine de la santé ou ailleurs. La législation sur le travail et le séjour des étrangers, c'est ça qui régirait l'arrivée ou l'accueil des professionnels de santé non EU-EEA. C'est aussi une logique, se caractérise par une logique très sélective et contraignante, je reviendrai là-dessus. L'embauche d'un professionnel de santé, objectivement, est quasi impossible dans le milieu médical, à moins que la personne soit naturalisée. Donc, du coup, on n'est plus dans le statut de non-EU-EEA. Il y a aussi des opportunités de carrière qui sont très étroites et quasi inexistantes pour ces professionnels de santé. Pour la suite, je l'ai appelé une carrière impossible, on le verra après, parce que le professionnel a peu d'emprise. Comme en Angleterre, ce qui se passe, c'est que vous pouvez candidater depuis l'étranger, les agences internationales vous recrutent, vous pouvez faire votre formation en Angleterre, puis ensuite le National Health System Services vous sollicite, hein, vous pouvez faire carrière, mais ensuite, vous n'avez pas justement à proposer vos services. Ce sont les employeurs qui recrutent, qui doivent justifier la nécessité de vous prendre. Ils doivent aussi justifier pourquoi ils n'ont pas choisi le step 2, etc. Donc, les marges de manœuvre sont très, très restreintes. Quand j'ai fait ces enquêtes ici en Suisse romande, j'ai identifié à travers les hôpitaux, les différents hôpitaux et les structures de santé, 5 statuts, 5 catégories. Peut-être d'autres catégories peuvent exister. Donc, le médecin boursier, c'est le médecin qui obtient une bourse et qui vient, bon, sa durée de séjour sera limitée à la durée de la bourse. Le médecin assistant, c'est 5 années de présence en Suisse et ensuite il doit quitter la Suisse. Médecin assistant extraordinaire, je l'ai trouvé dans l'hôpital à Genève. Donc, c'était un chef de clinique, quelqu'un qui était assez avancé dans la profession, qui avait été invité. Donc, le médecin réfugié, lui, il est en attente de la légalisation de sa situation ou de sa reconnaissance. Le médecin visiteur, c'est un médecin qui est là pour 3 mois et qui n'a pas le droit d'exercer, mais qui peut peut-être assister à des conférences et voir des cas, observer des cas cliniques. Donc, chaque statut répond à une durée de séjour très limitée. Donc là, je l'ai schématisé. Ensuite, pour montrer que, par exemple, pour les médecins réfugiés que j'ai rencontrés, donc il y a certains, une fois leur situation, je dirais, régularisée, je les ai trouvés pour la plupart en radiologie, en anesthésie, la psychiatrie, la médecine alternative, donc d'après les interviews et d'après aussi les autorités de santé. Donc, c'est des domaines où ils ne risquent pas de faire concurrence, où ils peuvent facilement intégrer, plus ou moins facilement intégrer le système de santé, contrairement s'ils voulaient faire la chirurgie ou d'autres spécialisations jugées plus ou moins prestigieuses. Alors là, je schématise les 3 exemples que je viens de présenter. Donc, considérons ici le cas de l'Angleterre avec une carrière linéaire que j'ai qualifiée de réussie, toujours avec les guillemets, parce que j'y mets un certain contenu et pour pouvoir définir ce concept de réussite. Donc, considérons cette évolution. Donc, si on prend un médecin africain ou non-EU-EEA en Angleterre, on a le fully registering. Commençons par cette étape, c'est-à-dire après les 5 ans, ils n'ont pas le droit de pratiquer. Donc, il faut 2 ou 3 ans de plus pour qu'on dise c'est un médecin qui pratique.
Alors, ce médecin-là peut prétendre à monter les grades au fur et à mesure de ses compétences, de son exercice, de son expérience, jusqu'à atteindre le grade somital. Ça, c'est le cas de l'Angleterre, avec une durée de la mobilité au niveau des abscisses après l'immigration. Donc là, il y a une progression. Mettre une carrière linéaire ne veut pas dire qu'ils commencent la formation et ils arrivent à la fin. Il y a aussi des points de bifurcation qui sont utilisés dans l'analyse des trajectoires, qu'on en appelle les turning points. Donc, avoir les entretiens dans les détails. Ici, je ne le représente pas parce que j'y vais grossièrement. Ça aussi, c'est l'inconvénient des schématisations. Mais cela veut dire, en fait, on peut le considérer comme ça. Là, en fait, ils peuvent progresser. C'est plutôt la progression que j'avais envie de mettre en exergue. Alors là, c'est le cas de la France, la carrière bloquée. Donc, j'ai en abscisse la période de reconnaissance du diplôme, l'autorisation d'exercice, la durée après l'immigration. En ordonnée, j'ai les différents statuts que j'ai évoqués tantôt, praticien hospitalier attaché, assistant associé quand ils sont en procédure de reconnaissance. Puis ensuite, au-delà, ils ont le statut praticien attaché. Et ce que l'on entend de ces médecins, comment on les appelle les PADU. Si vous entendez les PADU, ce sont les praticiens à diplôme hors UE, IUA, qui travaillent en France. Donc, les PADU veulent dire qu'ils viennent des pays tiers. Et donc, j'ai mis cette ligne un peu entrecoupée en rouge pour dire, en fait, quelle que soit la validation des formations qu'ils ont faites, quels que soient les diplômes complémentaires qu'ils ont, ils ne peuvent pas accéder à la catégorie professionnelle qui exclut les noms IU, IIE. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout au départ, ils n'ont pas fait le numerus clausus. Donc, ceux et celles qui n'ont pas fait le numerus clausus prétendent au diplôme français qui est différent des diplômes européens et des autres diplômes. Donc, c'est la base. Donc, ils ne vont pas retourner pour faire le numerus clausus, pour faire la sélection. Donc, ils ne pourront rester que justement sur ces catégories avec des autorisations précises d'exercice. Donc, quelle que soit leur qualification, même s'ils ont pris la nationalité, ce qui diffère du cas de la Suisse, ils ne peuvent pas aller loin. Alors, voyons maintenant voir ce qui se passe en Suisse. Donc, voilà le cas de la Suisse. Beaucoup plus clair, beaucoup plus contraignant, mais très précis. J'ai évoqué les cinq catégories que j'ai retrouvées lors de mes entretiens à travers les hôpitaux et des discussions. Donc, durée d'exercice limitée. Pour les boursiers, c'est 5 ans ou l'année de bourse. Les réfugiés, au-delà, vont sortir de ces catégories si le statut est reconnu. Mais on est clair qu'il y a une durée limitée. Après cette durée, le médecin ou la personne doit quitter la Suisse. Donc, les professionnels ne peuvent pas prétendre atteindre les autres grades médians ou autres catégories supérieures. Donc, la carrière va s'arrêter net à ce niveau-là. Alors là, pour une vision beaucoup plus globale, donc là, j'ai fait la trajectoire subjective que je donne à la Suisse, à la France, en le justifiant par l'entrée à travers l'étude d'immigration, la législation du travail et la formation en Suisse, les restrictions et les sélections, et qui donne une carrière impossible si on veut faire carrière et que l'on est toujours à diplôme africain ou à diplôme non IUPIE. La carrière bloquée en France, donc les possibilités sont réduites par rapport à l'intégration politique publique et l'intégration des médecins. Et plus bas, c'est la reconnaissance des diplômes ou la formation. Les deux voies pour entrer dans le système français. Donc l'Angleterre, toujours, je vais en tout guillemets, la trajectoire réussie parce qu'il y a le recrutement direct à travers la formation. Il y a une certaine forme d'ouverture quand même libérale, même si j'ai évoqué les contraintes liées à la situation de dénonciation du recrutement abusif dans les pays. Alors, de manière schématique aussi, voilà, pour être beaucoup plus clair, donc trajectoire subjective pour la Suisse et la France, trajectoire objective, plus ou moins objective. Donc, par objectif, j'entends, on sait que si on suit cette procédure, on va arriver à faire carrière, alors que la trajectoire subjective, c'est de pouvoir user des turning points, soit faire des formations complémentaires, revenir en arrière
ou avant de progresser. Donc, c'est plutôt une trajectoire ou des trajectoires non linéaires. J'ai beaucoup mis l'accent sur le cas des infirmiers, des médecins, en présentant les politiques. C'est plus facile pour les infirmiers et infirmières. Pourquoi? Parce qu'au Royaume-Uni, c'est la même politique d'immigration, le point-based system qui joue. C'est toujours la politique de la vanne ouverte et fermée pour les médecins et pour les infirmiers et infirmières. C'est aussi le National Health Services et le secteur privé qui sollicitent à l'international ou au niveau interne. C'est aussi une carrière possible une fois que le ou la professionnelle de santé est acceptée, l'infirmière est acceptée. C'est aussi une progression en grade, toutefois lente. Donc, les entretiens ont montré que à l'interne, c'est plus difficile pour ces professionnels de santé, même ces infirmiers et infirmières, même accepter de grader facilement, parce qu'ils doivent aussi faire des compléments de formation. Il y a tout un ensemble de critères d'évaluation qui fait que beaucoup de personnes que j'ai interrogées, surtout les infirmières, se sont plaintes du ralentissement de leur carrière dû à d'autres facteurs. Donc, en France, là aussi, c'est très clair. C'est protégé, c'est une condition de nationalité, c'est une corporation. Le bassin de recrutement, les départements d'outre-mer Réunion, Martinique, Guadeloupe, permettent de ravitailler la métropole. Rare recrutement international qu'ils avaient essayé avec les Espagnols, mais ça n'a pas marché. Sur les effectifs de médecins, d'infirmiers, infirmières en 2008, donc plus de 400 000 infirmières, il y a juste 1,8%, si ma mémoire est bonne, qui viennent de l'étranger. Donc, le bassin français est assez, je dirais, pourvu pour pouvoir alimenter le marché français. Donc, le diplôme d'État de la profession infirmière est délivré aussi sous conditions très strictes qui ne permettent pas à n'importe qui, même venant des autres pays anciennement colonisés, d'exercer la profession en France. Et l'autorisation aussi d'exercice est très stricte, passe par des procédures très strictes. Alors, en Suisse, c'est aussi très clair, c'est la primauté de la législation sur le recrutement, je l'ai évoqué en présentant le cas des médecins, c'est la qualité des diplômes qui prime dans les autres pays aussi, obtenus dans les autres pays, c'est la similarité du cursus de formation, ça les employeurs ont bien insisté là-dessus. Donc, il y a de très faibles opportunités pour les médecins africains diplômés en Afrique d'arriver et d'exercer la médecine. Les médecins que j'ai interrogés en Suisse, les infirmières que j'ai interrogées en Suisse romande, ce sont des infirmières qui sont admises ou admis pour une formation généralement universitaire ou autre, qui ensuite décident d'embrasser la formation infirmière et qui deviennent, toutes choses égales, par ailleurs, infirmières. Donc, la Suisse prend le soin de former ses propres infirmières avant de les injecter dans le marché du travail. Il y a aussi la validation par la Croix-Rouge qui permet justement d'assurer la qualité de cette formation. Alors, en conclusion, pour nous donner le temps de discussion et de répondre aux questions, c'est qu'est-ce que je peux dire à travers les trajectoires des professionnels de santé non EU, EEA en Suisse, en France et en Grande-Bretagne, c'est que ce sont des processus très complexes. Mais on ne doit pas perdre de vue que chaque pays a ses spécificités par rapport à son marché du travail, par rapport à son histoire, par rapport à l'accueil de ses professionnels de santé, par rapport aussi à la qualité qu'elle veut donner à son système de santé et par rapport à ses préoccupations internes. Donc, pour la France, pour la Suisse, pour la Grande-Bretagne, on trouvera ces constances que j'appelle ces similitudes dans la qualité, la recherche de la qualité des diplômes. Il y a aussi des possibilités de carrière qui diffèrent d'un pays à un autre pour des raisons que j'ai évoquées. Les possibilités de carrière aussi peuvent être influencées tout simplement par les contextes. Par exemple, je suis en train d'analyser le Covid par rapport à cette profession médicale, mais aussi profession infirmière.
On ne sait pas si la situation de la pandémie peut faire bouger les politiques, mais sachant que les politiques ne se changent pas d'un jour au lendemain. Donc, voilà autant d'éléments qui permettent tout simplement de fixer ou de noter des similitudes, de noter aussi des différences dans leur spécificité, mais aussi de noter des spécificités. Donc, cette manière, cette comparaison à travers la méthode Most Different Cases a permis d'étudier justement ces trajectoires. Donc, je ne vais pas aller dans les trajectoires individuelles, mais en étudiant les trajectoires individuelles, on peut bien sûr voir en fait qu'il y a des turning points qui sont très intéressantes à analyser, qui convoquent les histoires de vie. Vous avez vu, je ne l'ai pas mis, j'ai juste parlé des trajectoires, et qui donnent aussi une autre manière de concevoir les trajectoires à travers les histoires de vie, à travers les récits, mais à travers aussi les politiques, l'administration qui influence les personnes qui tentent de faire carrière. Donc, professeur, je vais limiter là pour pouvoir prendre les questions. Et merci. Bonjour Angèle, merci beaucoup pour cette magnifique présentation extrêmement inspirante et intéressante. On va passer aux questions. Alors, pour ceux qui sont à distance, vous pouvez soit faire signe, lever votre main ou allumer votre micro ou mettre un message sur le chat. Et c'est un certain nombre de personnes qui sont présentes ici dans la salle. Je vais dire, on pose une question. J'ai vu que le professeur Paco est parmi nous et je sais que cette thématique des professionnels de santé lui aussi lui est très chère. Donc, je profite que vous êtes là, M. Paco, pour vous laisser la parole et je voulais sûrement intervenir ou dire quelque chose. Vous êtes toujours parmi nous? Voilà, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez même mettre votre caméra si vous voulez. Ah ouais, vous aurez la chance de me voir même. Oui, vous êtes caché. Voilà, merci beaucoup. Très bien, j'ai rien d'autre à dire que je vous remercie infiniment pour cette présentation. Je m'étonne qu'on n'ait pas fait ça bien avant en Suisse, parce que cette question des personnels de santé, pour des raisons démographiques, va certainement être au centre, ou l'un des centres majeurs des problèmes de santé publique jusqu'en 2050. Et je trouve que là, ça donne des pistes, cette analyse comparative donne des pistes de réflexion, voire d'intervention pour la suite. Merci à Mme Mendy. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre sur le chat ou à distance a une question ou une remarque? Ou est-ce que parmi nous, sur la guerre, il y a une question sur le chat? On a une question sur le chat. Donc, c'est de Marion Dozmen. Je suis surprise. Pardon? Un peu plus fort. Je suis surprise par les données suisses concernant les restrictions d'accès des médecins étrangers aux services de santé suisses. Il me semble au contraire qu'on trouve de plus en plus de médecins étrangers dans les hôpitaux, notamment médecins allemands ou grecs. Qu'en est-il? Est-ce une question de changement récent? Alors, merci pour cette question. Alors, la présentation concerne les médecins qui ont eu leur diplôme, non dans le bassin européen, mais dans les pays que l'on appelle les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Donc, c'est pour cela. Donc, la Suisse a un bassin de recrutement et la Suisse historiquement recrute, mais la Suisse recrute dans les pays qui ont des similitudes culturelles, mais aussi des valeurs de diplôme égales. Donc, c'est pour cela que vous n'avez pas entendu parler des médecins allemands ou grecs. Ils sont dans l'Union européenne. Donc, ceux-là qui sont concernés par les diplômes non-EU-EEA, on y trouve aussi les Canadiens, on y trouve les Américains, on y trouve aussi l'Australie, parce que si on reste strictement dans diplômes étrangers non l'Union européenne. Mais la différence, peut-être si vous trouvez des médecins canadiens ou australiens ou américains dans le système, ça ne veut pas dire qu'ils ne passent pas un certain nombre de procédures. Mais ça veut dire que si vous prenez les pays africains, par exemple, parce qu'il s'agit de ces diplômés des pays d'Afrique, vous prenez un diplôme, par exemple, d'un pays africain, vous prenez le diplôme canadien ou américain ou australien, vous convenez avec moi que la valeur est jugée différemment. Donc, c'est plutôt la qualité du diplôme qui prévaut et les accords aussi qui ont eu entre ces pays et la Suisse.
Donc, effectivement, vous avez les médecins allemands ici parce que c'est des pays, c'est des professionnels qui viennent de l'Union européenne. Là, il s'agit plutôt des professionnels qui sont hors Union européenne, hors espace économique européen. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Oui, il y a une question mais qui vient plutôt vers le futur. Alors, on est en train de conduire une étude et on interroge des infirmières et des infirmiers sur leurs expériences du Covid et à quoi ils en sont dans leurs réflexions à propos de leur carrière. Et comme évoqué le professeur Paco, on a déjà quelques soucis préexistants à la crise du Covid. Et là, semble-t-il que c'est les professionnels de soins infirmiers qui auront l'intention de quitter, en tout cas, voilà, on risque d'avoir tout d'un coup une fuite comme ça des professionnels qui ont vraiment été très exposés durant cette pandémie qui s'en vont, qui risquent de s'en aller. Est-ce que vous avez déjà des prémices d'évolution, de tendance pour infléchir les politiques que vous avez décrites dans l'un ou l'autre de ces pays? Alors, je peux déjà vous donner les résultats parce qu'avec le Covid, j'ai tout de suite relancé les interviews, les contacts avec les professionnels de santé que j'ai eu à interroger en Angleterre, en France et ici en Suisse. Alors, ce que vous dites est vrai pour deux raisons principales, d'après ce que j'ai déjà comme information ici en Suisse, c'est que ces professionnels de santé non-EU, EEA, parce que c'est sur eux que je travaille, qui sont dans les systèmes que vous avez dans les hôpitaux, que vous avez aussi dans les homes. Je parle des infirmiers, je parle des assistants, des aides-soignantes. Alors, ces professionnels de santé-là, quand je les ai interrogés durant la pandémie, peut-être ils ont été moins mis devant des feux, des projecteurs que les autres, mais les résultats qui sortent de ces entretiens montrent que ce sont des professionnels exténués. Ils sont exténués parce que justement, ils sont dans les secteurs où ils ont eu à faire face à beaucoup de cas de mortalité. Donc, ils ont fait face. Mais si je fais une analyse d'occurrence, ils sont fatigués. Donc, ils ont tenu durant. Je pense aussi ceux qui sont dans les hôpitaux qui ne sont pas aussi non-EU, EEA ont les mêmes symptômes. Donc, c'est général. Et c'est la même chose en Angleterre. Vous trouverez les professionnels non-EU, EEA dans les homes, dans le secteur privé, parce que les agences les recrutent de l'étranger pour les amener. Donc, ils sont face à ces personnes âgées qui ont beaucoup perdu la vie. Ils sont aussi face dans les cas lourds de psychiatrie. Ils sont aussi face à des situations, ils sont en front line pour accueillir les gens. Donc, ils sont très, très touchés. Et pareil en France. En France, ce qu'on appelle les professionnels, les PADU, sont les médecins à diplôme étranger, ont aussi cette particularité de venir, notamment des pays africains. Vous savez qu'en Afrique, ils sont habitués aux pandémies, ils sont habitués aux épidémies, ils sont habitués aux maladies chroniques. Donc, il y a eu ce réflexe de pouvoir mieux s'adapter face à cette pandémie pour des raisons, des postes qu'ils occupent. Mais aussi, il y a ce paradoxe que ce sont des gens toujours en front line qui ont subi la maladie, la pandémie. Ensuite, c'est plutôt les infirmières que j'ai interrogées, qui ne sont pas aussi dans les hôpitaux, mais qui travaillent dans les homes, qui vont chez les personnes qui sont beaucoup touchées, ou qui sont aussi les aides-soignants qui sont dans les homes. Ils ont perdu beaucoup de personnes âgées, ils s'occupaient de ces personnes, elles s'occupaient de ces personnes, dans les homes où on voit des gens mourir, par exemple, quelques années, ils étaient 37, donc on en a perdu une vingtaine, ou bien une quinzaine. Donc, je pense qu'il faut se préparer maintenant à avoir un retour du stress de ces gens qui sont très affectés. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué quand je suis revenue parler des trajectoires avec eux. C'est plutôt ce burn-out qui se fait. Dans le cas de l'Angleterre, il y a le Brexit. L'Angleterre a été très touchée par la pandémie. Donc, on a une tendance des Européens, professionnels de santé, allemands ou des autres pays, qui rentrent chez eux. Avec le Brexit aussi. Donc, ça, c'était avant la pandémie.
Mais avec ces pandémies, l'Angleterre a été très touchée, vous le savez. Donc, ils peuvent réfléchir. Pourquoi ne pas rentrer chez eux? Pourquoi rester dans un pays où maintenant ils mettent en danger leur vie? Donc, il y a cette tendance. Mais il faut faire des études pour le savoir. Donc, cela veut dire que si je prends le cas de la France, l'Angleterre, je prends ce qui se passe en Suisse. Probablement, si on fait des études dans les autres pays, on se rend compte en fait que tout le monde est touché. Maintenant, chaque pays doit y penser, sachant que on va arriver à un moment où les professionnels de santé, soit il y aura une pénurie, soit les systèmes auront du mal à en maintenir certains, pour des raisons diverses à étudier aussi. Donc, c'est un phénomène général. Je suis rentrée des États-Unis, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que vous savez le cas des États-Unis, les États-Unis ont été très, très touchés. Donc, on a des situations de burn-out, des situations de déprime poussée, de dépression du corps médical, du corps infirmier aussi, qui ont été très, très touchés. Donc, si la situation se généralise, la prévision voudrait que chaque pays se prenne en charge, parce que d'ici quelques années, il faut devoir motiver les professionnels de santé pour les garder. Avec des risques de siphonnage de nouveau, de retour de ces parcours sud-nord, des risques de siphonnage de nouveau. Ça, ce sont les effets pervers justement de cette migration. Donc, ceux qui sont pourvus recrutent et les systèmes qui sont moins pourvus perdent des professionnels. Et j'aimerais aussi signaler que pour certains pays, c'est plutôt aussi, ces pays sont touchés par l'inégalité de répartition des professionnels entre zones rurales et zones urbaines, qui font qu'ils sont en manque. Donc, une bonne répartition pourrait atténuer justement cette perte, mais ça, c'est un autre débat. J'ai une question, mais comment ces personnes qui se déplacent sont aussi chercher votre à quel degré ils sont conscients du système en place, du pays dans lequel ils vont arriver? Est-ce qu'ils se sont informés avant, parce que c'est quand même des personnes formées, ou est-ce qu'on découvre, entre guillemets, à cause aussi de la complexité au métier? Alors, il y a deux aspects de la chose. Premièrement, les professionnels qui viennent des pays anglophones ont tendance à se diriger vers les anciennes métropoles, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc, il y a une tradition de migration qui ne date pas de récent. Le fait qu'il y ait déjà, par exemple, une diaspora sur place, le fait maintenant qu'avec le développement des nouvelles technologies de l'information, nul n'est loin, tout est connu. Ils sont peut-être mieux informés que vous sur le système qu'ils comptent intégrer. Ce sont des médecins. Ce sont des médecins hyper qualifiés, parfois trop qualifiés dans leur domaine. Et donc, ils connaissent le choix. C'est un choix de vie qu'ils font. Et beaucoup vous disent, on est dans un système ouvert de mobilité internationale. Si je vois que je veux faire cette spécialisation, je regarde très bien là où je peux le faire. Ceux qui arrivent en Suisse, ils ne viennent pas aussi à l'aventure. La Suisse est connue pour sa tradition d'accueil des réfugiés. Vous y trouverez beaucoup de personnes qui viennent des pays en guerre, qui sont là. Vous y trouverez aussi des personnes qui traditionnellement viennent en Suisse. Il y a des pays qui ont connu, vous trouvez beaucoup d'Érythréens, d'Éthiopiens, qui sont par là, parce que la Suisse les a accueillis. Et donc, c'est cette tradition qui fait que certaines catégories de personnes de nationalité sont trouvées ici. Burundi, Rwanda, donc ça vous rappelle que le conflit, le Congo, donc des pays en instabilité qui sont pour la plupart ici en Suisse. En France, vous trouverez des Sénégalais, des Camerounais, parce que avant, ils allaient se spécialiser, ils continuent à se spécialiser en France. Il y a cet échange de partenariat intense entre les anciennes métropoles et leurs pays. Tout comme il y a aussi des pays anglophones qui arrivent en Angleterre pour faire comme zone de transit. J'exerce plusieurs années, puis je me dirige vers les États-Unis. Il y a aussi le Canada qui accueille les deux parties anglophones, francophones, parce qu'il a une politique attractive de recrutement. Donc, ils ne vont pas à l'aventure, ils choisissent et ils savent ce qu'ils viennent faire. Le choix de vie, le choix de carrière. Avec ça, quelle est la satisfaction de ces carrières qui sont difficiles dans tous les pays qui sont vous avez des Alors, ce sont des carrières difficiles. Je dirais, difficile parce qu'au-delà de on a parlé d'acteurs, de systèmes de législation, mais il faut aussi savoir qu'il y a les récits de vie des personnes.
le fait que vous soyez hyper qualifié, que vous ne soyez pas accepté. J'ai parlé tantôt des infirmiers en Angleterre qui jugent leur carrière lente. Donc, j'ai fait un entretien avec une infirmière ghanéenne, très, très qualifiée, qui forme d'ailleurs tous ces cohortes de jeunes infirmières qui intègrent le National Health Services. Alors, il m'expliquait qu'il avait un accent très fort, un accent africain très fort, qui fait que chaque fois qu'elle devait être promue, les jeunes qui venaient d'arriver, qui ont fait qu'elle a formé, elle, passaient. Il me dit, mais je lui posais la question de savoir, mais qu'est-ce qui explique le fait, parce que j'ai vu votre trajectoire, vous êtes reconnu dans l'association, vous êtes même, elle a une certaine reconnaissance dans le milieu du travail. Elle me dit, je ne comprends jamais. Les raisons qu'on me donne ne me satisfont pas. Et puis, je pense peut-être qu'on me dit, ton accent, les patients ne vont pas comprendre. Pourtant, ces patients-là, chaque fois, ils me remercient. Donc, en fait, il y a cette difficulté de faire carrière. Il y a aussi, certes, la restriction légale, la discrimination légale qui est choisie par le pays pour pouvoir favoriser les nationaux. Mais il y a aussi cette difficulté d'être étranger et d'intégrer un système. Dire que c'est le propre des Africains serait assez réducteur parce qu'en Angleterre, j'ai fait des entretiens avec une Canadienne, infirmière qui a rejoint son mari ingénieur à l'université d'Oxford. Elle m'a pris, je pense, 45 minutes en train de m'expliquer tout ce qu'elle pensait de ces lois britanniques qui tout simplement sont difficiles à satisfaire. Elle peut pas travailler parce qu'elle doit faire valoir son diplôme, elle vient du Canada. Donc là, on réalise en fait que du point de vue légal, ce ne sont pas seulement les Africains qui se plaignent de la législation, mais il y a aussi les Canadiens qui se disent, on ne veut plus de cette législation, mais c'est anglaise. Et donc, mais il y a quand même cette difficulté qui relève, si on entre dans la problématique des discriminations, si on entre dans la problématique des préjugés. Donc ça aussi, c'est un autre débat d'analyse de récits de vie qui permettent d'en apporter des éléments bien précis. Donc, mais non, la question est de savoir pourquoi c'est aussi difficile d'intégrer ces systèmes. Pourtant, ils préfèrent le faire. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière pour préférer toute cette difficulté. Je suis en train d'analyser le système de santé gambien dans sa gestion du Covid. Donc, c'est avec le système que j'ai conceptualisé la notion de système précaire et défaillant. Je suis à 125 entretiens qui ont été faits pour rédiger le papier précédent de l'année passée sur le fonctionnement, les mobilités internes. 125 insatisfactions du fonctionnement de leur système. Alors, ces gens, ils ont la possibilité d'être recrutés à l'international, ils partent, je peux vous dire. Et les 125, j'ai 100 infirmières de 3 catégories différentes, infirmières d'État, ceux qui sont au milieu, puis les autres. Puis j'ai 25 autorités chargées de diriger le système. Donc, normalement, on s'attend à ce que les infirmières se plaignent des conditions, et puis les autorités tempèrent. Mais ce sont ces autorités qui se joignent pour dire rien ne marche. Donc, j'ai même posé la question, mais finalement, qui doit faire marcher ce système? We don't know. Donc, pour vous dire, pas personne. Non, j'avais une question. On parlait avant de infirmiers, enfin, de personnel exténué. En Suisse, on voit aussi toute population confondue au sein des hôpitaux. Finalement, nous, en tant que Suisse, on peut toujours dire j'abandonne ma carrière et je fais autre chose. Maintenant, dans ces systèmes qui sont très bloqués et très fermés, quelle perspective ils ont ces gens qui viennent de pays africains, justement, que maintenant, en plus, il y a le Covid. Comment ils se projettent à l'avenir dans le système actuel? Le destin est un peu lié à leur profession. Exactement. Le destin est lié à leur profession, d'où la difficulté de leur position. Parce qu'il faut avoir une profession pour rester. L'autorisation de séjour est liée à cela. Donc, exténués, fatigués ou pas, ils doivent rester dans le système. C'est la réalité. Donc, ils n'ont pas le choix. Dernière question sur le chat, après on va arrêter là, de dépasser un petit peu, je pense que ça vaut la peine. Il y a Nadia Danone qui demande, en ce qui concerne les activités de recherche, un certain nombre de médecins ou épidémiologistes ayant effectué des diplômes de master en santé publique ou épidémiologie à distance, USA, UK, pourraient-ils également participer à des activités de recherche en télétravail? Il existe déjà des équipes éditoriales en Inde pour des journaux occidentaux
médicaux occidentaux, ce qui pourrait contribuer au capacity building sur place. Alors, je donne juste un exemple. Je suis Takemi Fellow. Donc, je quitte la table à 4 heures du matin parce que je participe à des after-work, je participe à des séminaires, je participe à des conférences, donc je participe aussi à des formations. Donc, je pense que les cours à distance ou les formations à distance sont très développées dans le monde anglo-saxon. Je pense aussi dans le monde francophone. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait, qui est entré dans les mœurs, que de pouvoir faire une formation à distance et d'avoir la valeur de la formation. Mais il est clair que rien ne surpasse l'échange et les interactions, mais la situation de Covid a montré qu'il faut trouver des alternatives quand cela est possible. Et donc, beaucoup de personnes sont diplômées en santé publique. C'est justement en santé publique qu'on voit beaucoup de diplômes en ligne, qui sont des diplômes valables et qui sont très pertinents d'ailleurs, qui donnent beaucoup plus de temps aux gens d'interagir, mais de pouvoir concilier leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur vie de formation. Et j'ai des collègues qui sont à l'UNI, les anglophones, qui depuis là font leur diplôme, leur master à Londres ou aux États-Unis. Donc je pense que c'est un système viable qui donne toutes les garanties d'une efficacité, qui ne dépasse pas bien sûr le contact humain, mais qui est une alternative compte tenu du contexte actuel. Merci. Voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de matinée et à une prochaine. Au revoir. Je vous remercie. Merci.